En manchette ce soir, débat d'idées entre les candidats de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Le manque de logement, l'état des routes et l'exode des jeunes au cœur des échanges. Vous seriez capable de briser avec le parti si jamais un projet ne correspond pas aux besoins de la région? Un homme recherché après un vol d'armes à Rouyn-Noranda. Et 3 marches pour soutenir la Fondation du Rhin dans la région. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. À moins d'une semaine du vote, un débat électoral entre les candidats d'Abitibi-Témiscamingue se tenait hier du côté de l'UQAT. Olivier Morin a pu y assister et nous résume la soirée. Seriez-vous prête à officialiser l'idée que vous seriez capable de briser avec le parti si jamais un projet ne correspond pas aux besoins de la région? Un débat qui s'est déroulé majoritairement dans le calme pour les 4 candidats présents, mais dans lequel nous avons eu le droit à quelques échanges corsés. Notamment lorsque le candidat libéral Jonathan Andresen a lancé une flèche au député bloquiste sortant Sébastien Lemire. Je vous pose la question. Vous avez fait des réponses, c'est bien, mais qu'est-ce que vous avez livré concrètement pour la région durant ton temps? En tout respect pour votre arrogance, je veux quand même prendre le temps de répondre que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. 10 ans que les libéraux sont au pouvoir et vous n'avez pas créé des programmes qui permettent de construire du logement. Ça fait 30 ans que le fédéral n'investit plus dans le logement. Quand c'est temps d'investir, on a promis en 2016 des sommes pour la construction de logements. L'Ontario l'a eu tout de suite. Le Québec l'a eu en 2020. Ce débat a permis de connaître le candidat conservateur Steve Tardif qui s'était fait discret jusqu'ici dans la campagne. Les idées proposées par M. Tardif s'inscrivaient dans la ligne du parti et sont demeurées dans ce cadre durant tout le débat. J'aimerais savoir au niveau du Parti conservateur, comment voulez-vous de manière crédible proposer des coupures au niveau du revenu puis des recettes de l'État, tout en permettant une stabilité du budget dans le premier mandat, en fait, en quelque sorte de 70 %. Merci. Oui, le gouvernement conservateur s'engage à diminuer de 25 % toute la paperasserie gouvernementale. Le public a également pu poser des questions aux candidats. Les stages non rémunérés ainsi que la coupure des bourses dans le domaine universitaire ont été abordés. Au niveau de l'éducation, ça reste que c'est une compétence provinciale. Le fédéral n'a pas vraiment son mot à dire sur ce qui se passe là-dessus. On peut faire des transferts de fonds, mais c'est jamais vraiment bien vu. Moi, ce que je propose personnellement, c'est de lutter pour régler l'inégalité. En fait, il y a une comment on appelle ça? Il y a une inégalité au niveau de l'impôt, en réalité. Le fédéral prend beaucoup trop d'impôts pour ce que le provincial gère. Alors que le candidat conservateur s'est rapidement éclipsé et n'a pas accordé d'entrevue après le débat, que pensent les candidats libéraux, bloquistes et néo-démocrates de leur performance? C'était le fun. Quelques questions, c'était intéressant. Pour moi, c'était vraiment une opportunité de parler avec les gens et écouter les autres candidats. Honnêtement, j'ai quand même été honnête. Moi, je suis satisfait de mes performances. Ça n'a pas été trop cacophonique. Personne ne s'est enterré. Fait que relativement, j'ai fait du mieux que je pouvais puis je suis quand même content. Dans le contexte actuel, je pense que cet exercice-là, il est nécessaire parce que ça sert à informer la population. Un deuxième débat devait se dérouler ce soir du côté de la cité étudiante Paulino de Lassar. Il a dû être annulé en raison du retrait de dernière minute du candidat libéral. Olivier Morin-Rennes Nouvelle, Rouyn-Noranda. Et la Sûreté du Québec recherche un suspect après un vol d'armes au magasin Canadian Tire à Rouyn-Noranda. Vers 6 heures ce matin, l'homme a fracassé une vitrine des portes principales pour ensuite entrer par effraction. Le suspect a ensuite été aperçu dans les environs de l'école primaire Notre-Dame-de-Grâce. Le centre de service scolaire nous confirme d'ailleurs avoir fait entrer tous les enfants dès leur arrivée de manière préventive. Mais bon, la SQ nous confirme qu'il n'y a aucune menace envers la population et que jamais la sécurité n'a été compromise. Le corps policier poursuit donc son enquête. Et en cette semaine nationale du don d'organes, la Fondation du Rhin annonce les marches prévues en région qui visent à financer la recherche, mais aussi à sensibiliser la population sur l'importance du don d'organes. Les détails avec Félix Blaquière. Avec ces marches prévues à Lassar, Rouyn-Noranda et Val-d'Or à l'automne prochain, la Fondation du Rhin vise à amasser 60 000 $ dans la région. C'est pour pouvoir soutenir la recherche, parce que c'est vraiment important qu'un jour, on puisse trouver une solution définitive au problème des maladies des reins. Et aussi pour soutenir les patients, parce que la maladie amène un fardeau. Donc nous sommes là pour appuyer les patients. L'organisme profite de la Semaine nationale du don d'organes pour en rappeler l'importance. La Fondation affirme que le don d'un rein peut grandement améliorer la qualité de vie de quelqu'un aux prises avec une insuffisance rénale.
On sait que le don d'organes, ça nécessite l'engagement des familles et des gens concernés. Donc, on veut sensibiliser l'ensemble de la population à cette réalité-là, à signer nos cartes et à viser notre famille du choix qu'on fait. Un don d'organes peut sauver jusqu'à 20 vies, rappelle la Fondation, en donnant, oui, les organes, mais aussi les tissus. Le président d'honneur de la marche à Val-d'Or de cette année peut d'ailleurs en témoigner. Il y a 25 ans, on avait perdu notre frère, la plus grande tragédie que la famille a connue. Le seul baume qu'on a eu à l'époque, c'était qu'il a donné ses organes, dont le cœur, qui a fait vivre un père de famille avec 4 enfants. Et puis c'est ce qui nous a... Il n'y a pas de bonne nouvelle dans un accident comme ça qu'on a vécu, mais l'importance de donner fait en sorte qu'à un moment donné, au moins, ça donne un petit baume là, à nos plaies. 3 municipalités en région accueilleront une marche du Rhin à l'automne prochain, dont Val-d'Or, qui aura lieu le 7 septembre prochain à la forêt récréative. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Québec n'exclut pas d'aller de l'avant avec l'interdiction du téléphone cellulaire dans les écoles après une recommandation d'une commission sur la question. Bon, il n'y a rien d'officiel, mais Alexis, on parlerait d'une interdiction pas juste dans les classes, mais partout dans les écoles. Oui, bien, c'était une mesure qui avait déjà été instaurée depuis janvier 2024, mais ça, c'était pour les classes. Maintenant, on voudrait aller au-delà de ça. Donc, pour ce qui est de l'interdiction du téléphone dans les classes, à la cafétéria, dans les couloirs, bref, absolument partout. Plus de téléphone dans les écoles. Une nouvelle qui est quand même bien accueillie par le syndicat de l'enseignement de la région. Pourquoi? Parce que, bon, les téléphones cellulaires, lorsqu'ils sont utilisés en dehors des heures de classe, bien, ça peut quand même avoir des effets néfastes sur l'apprentissage et la concentration une fois en classe. Également sur la sociabilisation des jeunes. Donc, c'est une nouvelle qui est quand même bien accueillie par le syndicat de l'enseignement. On écoute d'ailleurs la vice-présidente. Au secondaire, des fois, on les voit, ils sont assis ensemble, ils se textent même entre eux. Et l'habitude de se regarder dans les yeux, de discuter entre nous, ça se perd tranquillement. Donc, c'est sûr que du côté de la capacité d'attention, de ne pas perdre la concentration en classe, il y a vraiment des bienfaits à cette interdiction-là. Donc, évidemment, ce que me disait la vice-présidente, c'est qu'elle souhaite quand même que le tout soit bien fait, donc on ne précipite pas les choses. Et d'ailleurs, il faut quand même parler que la mesure devrait être appliquée à l'automne prochain. Le gouvernement qui dit qu'il devrait se positionner rapidement sur la question. Merci beaucoup, Alexis. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous en faveur de l'interdiction des cellulaires en classe? » Vous avez répondu oui à 98 %. Et le projet de loi qui vise à moderniser le régime forestier a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il vise entre autres une gestion forestière plus souple pour offrir plus de prévisibilité. Les réalités locales et régionales seront aussi prises en compte. Et le gouvernement s'engage également à élaborer une politique de consultation avec les communautés autochtones en matière d'aménagement durable des forêts. Les réflexions découlent d'une vaste démarche de consultation sur l'avenir des forêts qui avait été menée l'an dernier, dont ici dans la région. Et le fondateur de Moreau Électrique de Rouyn-Noranda, Jean-Yves Moreau, a récemment donné un demi-million de dollars à la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, un don pour soutenir la relève universitaire. On écoute l'entrevue d'Alexandre Cabana. Monsieur Moreau, vous venez de faire un don, là, on va commencer avec ça, de 500 000 $ à l'UQAT. Vous venez de me dire que c'est le plus gros don que vous avez jamais fait. Comment on se sent d'entrée de jeu quand on est capable, de son vivant, de donner? C'est un vrai plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Tu sais, je veux dire, c'est un privilège. Premièrement, j'ai donné à l'université parce que je trouve qu'ils sont vraiment bons, ils s'en vont à quelque part, ils développent, comme ils m'ont demandé... Où tu veux donner, Jean-Yves? Si tu donnes une fondation, mettons la Fondation Moreau, tu sais, il y en a qui donnent de toutes les manières. Moi, j'ai dit, écoutez, mettez-la où vous voulez l'avoir. Moi, je vous la donne, c'est pour vous aider. Fait que choisissez où que vous voulez la mettre.
Fait qu'ils l'ont mis dans un pavillon de santé, de former du monde pour l'hôpital, toutes les choses, tout ça. Ça peut-tu... Je l'aurais choisi, mais je n'aurais pas pu le choisir plus beau que ça. Hein? Et pourtant, c'est pas la première fois que vous donnez. Bon, on sait que Moreau Électrique donne de l'argent à la Fondation de l'UQAT pour des bourses annuellement. Mais là, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que ça venait de vous. Là. Ici, même, la compagnie Moreau, on doit donner 300-350 000 par année à la communauté de Rouyn-Noranda. On est en équipe, on travaille avec le monde, puis on redonne à la collectivité. Tu sais, pourquoi qu'on a réussi à pouvoir donner, que ça s'aille Moreau Électrique ou Jean-Yves Moreau, c'est que la communauté a été généreuse avec nous autres. Tu sais, ils nous ont donné beaucoup. Fait que quand on peut en faire profiter, surtout quand on arrive dans l'université du savoir, de même, c'est de faire grandir le monde, créer de la richesse collective, tu sais, amener le monde à aller plus loin, puis donner le bon exemple. Puis ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est rien faire. Il faut continuer à travailler, hein, pour pouvoir donner plus. On va dire, ah, ça c'est bon, hein? Bien, Monsieur Moreau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sur un autre sujet, le prospecteur de Val-d'Or lance une bière en l'honneur du policier Thierry Leroux, mort en service lors d'une intervention à Lac-Simon en 2016. Le nouveau produit de la microbrasserie permet d'amasser de l'argent pour la Fondation du policier qui met en valeur des initiatives pour améliorer la qualité de vie des jeunes de 4 à 25 ans, notamment avec des bourses scolaires et des façons de pratiquer des activités sportives. La nouvelle bière, une lager blonde abitibienne, est disponible au Maxi et compagnie de Val-d'Or, ainsi qu'à la microbrasserie du Prospecteur. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'auteure-compositrice-interprète Marion Lamontagne sort aujourd'hui un deuxième extrait de son premier EP. On vous en dit plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Andréane Gilbert et Charlène Lafrenière-Branconnier de Sainte-Terre ouvrent leur pharmacie de rêve sous la bannière Horizon Santé, accompagnés de leurs conjoints Carl Béchard et Michael Pilote. Entourées d'une équipe exceptionnelle, elles souhaitent offrir un service de proximité où le bien-être des patients est au cœur de leurs priorités. Portée par des valeurs familiales et une vision humaine, cette initiative a généré 12 emplois dans la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. En plein mois de sensibilisation à l'autisme, des finissantes en technique de travail social du Cégep régional se sont donné une mission, celle de mieux faire connaître la réalité de la vie des personnes neurodivergentes. Une entrevue d'Anthony Dallaire. Allô tout le monde! Bienvenue au podcast L'autisme, on en jase. Pourquoi il faut qu'on jase d'autisme? Bien, il faut qu'on jase d'autisme parce que c'est vraiment une réalité de vie qui est méconnue, qui est cachée par la population en général, puis on n'en parle pas assez. Puis il y a vraiment beaucoup de jugements par rapport à l'autisme dans notre génération, surtout dans la jeunesse. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ça paraît pas, c'est pas écrit dans le front des gens si tu es autiste ou pas. Puis, tu sais, on l'explique aussi dans notre podcast, dans notre balado, mais il y a un spectre de l'autisme. Il y en a que c'est évident, mais il y en a que ce l'est pas du tout. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que faut le savoir pour comprendre. Fait que faut en parler pour comprendre. On brise certains tabous, justement, en parlant. Oui, voilà, exactement. Et parlez-moi un peu de votre balado et vous venez un peu de le mentionner, mais pourquoi je devrais l'écouter, ce balado-là? Bien, je pense que tu devrais l'écouter, premièrement, pour qu'on ait plus de vues. Puis deuxièmement, parce que ça va te permettre d'en connaître plus, puis d'en apprendre autant sur la partie plus scientifique de l'autisme, le spectre, mais aussi sur l'expérience de vie d'une personne autiste, d'une maman avec un enfant autiste. Puis ça va te permettre d'être plus conscient par rapport à l'autisme. Je pense que ça peut démystifier beaucoup de jugements aussi qu'on a, même si on n'a pas envie d'en avoir, bien, on en a tous des jugements. Puis c'est facile d'en avoir envers des personnes qu'on comprend pas pourquoi elles réagissent comme ça. Fait que je pense que c'est important de l'écouter justement pour comprendre les réactions et les comportements de ces gens-là. Il va y avoir 4 épisodes, si je ne me trompe pas. Parlez-moi des thèmes qui sont abordés dans chaque épisode.
Dans le fond, pour le premier épisode, on a reçu la directrice générale de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue et une des intervenantes. Puis là, on parle vraiment de c'est quoi l'autisme, le spectre en général. Pour le deuxième épisode, on a reçu une maman d'un garçon autiste, puis elle a pu nous parler de son quotidien, de comment elle a vécu ça, c'est quoi son expérience, le diagnostic quand il était petit, etc. Je ne sais pas si tu veux dire pour les deux. Oui, le troisième, on a reçu une personne autiste qui est maman de 2 jumelles, qui nous parle comment elle a vécu ça, comment elle fait pour comme contrer un peu qu'est-ce qui se passe sur les mythes du TSA qui est de l'autisme. Ouais. Puis le 4e épisode, c'est sur les services et sur comment on peut faire pour faire partie de la SAAT, qui est la Société de l'autisme. Je veux encore être volage, je veux encore être en voyage. Je voulais une maison et je voulais un mariage. J'ai voulu connaître l'ivresse et les hommes, comment ils aiment. Vivre 15 vies juste dans ma vingtaine. L'auteure-compositrice-interprète Marion Lamontagne sort aujourd'hui la 2e chanson de son premier EP. Oui, Kémélia, la chanson s'intitule « Je veux encore » et elle poursuit l'exploration d'un univers à la fois universel mais aussi intime dans lequel s'entrelacent la mélancolie et aussi la lumière. Depuis 2023, Marion s'est taillée une place remarquable sur la scène émergente. Elle a remporté la vitrine du festival de la relève du Fremont. En fait, on a aussi pu la voir au Festival des guitares du monde ainsi qu'au Téléthon de la ressource pour les personnes handicapées de Rouyn-Noranda. En 2024, les chansons de Marion s'inscrivent dans la tradition du folk à texte et elle porte à réfléchir. Et elle est très fébrile de sortir ce nouveau matériel-là aujourd'hui. Je suis vraiment excitée, vraiment nerveuse. C'est comme un deuxième coming out pour moi, là, si on veut, parce que j'ai fait quelques spectacles en festival en 2023, au Festival des guitares du monde et au Fremont en Abitibi. Mais sinon, à part de ça, là, ça faisait depuis le secondaire en spectacle que j'avais pas sorti de musique. Fait que c'est encore mes premières chansons que je diffuse, là. C'est mes premières fois Puis là, c'est mon premier vidéo aussi que je diffuse aujourd'hui d'une prestation live. Donc, oui, je suis vraiment fébrile. Je dirais que moi, ça s'inscrit dans la tradition de la chanson française, peut-être chanson à texte. C'est très important pour moi, les paroles. C'est important le message qu'une chanson dit. Mais aussi, j'aime ça, les chansons qui supportent juste par la voix. Donc, avec les paroles, avec la mélodie, tu sais, qu'on peut chanter sans instrument, sans support technique. Donc, c'est un petit peu inspiré de cette tradition-là, ma musique. Cette nouvelle chanson fait partie d'un album qui sortira à la fin du mois de mai. Alors, vous pourrez découvrir l'album Fraises de bois dans les prochaines semaines. Et voici ce qui vous attend sur ce nouvel EP. En fait, toutes les chansons ont un peu une thématique, je dirais, une réflexion un peu sur la vie des femmes de notre époque, d'être une jeune femme à notre époque en 2025. Beaucoup, une réflexion vraiment nourrie comme j'ai toujours été vraiment bercée et inspirée par les histoires du passé, là, si on veut. Fait que c'est un petit peu une comparaison de... Moi, j'imaginais ma vie adulte en fonction des histoires que mes grands-parents me racontaient, mais finalement, à notre époque, c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que c'est ça, c'est un petit peu une réflexion là-dessus qui a mené... qui a comme inspiré toutes les chansons de l'album. Je suis vraiment fière d'arriver à un beau projet professionnel comme ça, puis un beau projet qui me correspond aussi. Là, le résultat final ressemble vraiment à ce que j'espérais créer. Puis c'est quand même, je dirais, un 3-4 ans, là, en tout, là. Si vous cherchez quelque chose à faire en cette belle soirée ensoleillée, ce soir, l'humoriste Maxime Gervais présente son spectacle Big Max au QG à 19h à Rouyn-Noranda. Il y aura aussi Alex Lévesque en première partie. Alors, si vous avez le goût de rire ce soir, venez faire un tour au QG. Merci, Justine. À plus tard pour les prédictions météo, oui, qui s'annoncent assez pluvieuses pour les prochains jours. Est-ce que le futur centre aquatique de Rouyn-Noranda répond aux besoins de la population? 8 couloirs aurait permis de, c'est sûr, mieux répondre aux besoins. Il faut respecter vraiment la capacité de payer nos soins. Ici William Maillé, je vous donne la réponse après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. On vous en parlait hier, la ville de Rouyn-Noranda qui a franchi une étape de plus pour le futur centre aquatique en octroyant le contrat de construction. Mais avec un bâtiment de moins grande envergure, est-ce qu'il répondra aux attentes de la population? William Maillé s'est penché sur la question.
26 643 000 $ sans les taxes, c'est le montant de la transaction que la ville de Rouyn-Noranda vient d'officialiser avec le groupe Geyser de Laval. Initialement prévu avec un bassin principal de 8 corridors de nage, le futur centre aquatique Agnico Eagle a été revu à la baisse après la soumission à 60 millions qui avait été déposée l'an dernier. Il faut rappeler que le projet a été revu aussi pour répondre aux besoins de la population, mais aussi respecter la capacité de payer des citoyens. L'installation devrait malgré tout pouvoir accueillir les compétitions régionales de natation. Le projet, bon, il y a eu quelques allers-retours, c'est vrai. On a dû revoir le projet à cause des coûts, bien sûr. Et le projet actuel est de 6 couloirs. Dans le fond, une piscine de 25 mètres, mais 6 couloirs d'une largeur de 2,5 mètres, qui va permettre aussi, oui, d'accueillir des compétitions provinciales. Est-ce que ce bassin-là va pouvoir accueillir des compétitions majeures comme les Jeux du Québec? Ça, ce serait plus étonnant. Techniquement possible, mais c'est sûr que là, on fait compétition avec des villes qui ont des bassins de 8-10 couloirs. Mais je veux dire, tenir des compétitions, absolument, c'est tout à fait possible. L'annonce d'un seul vestiaire mixte a engendré plusieurs réactions chez la population sur les réseaux sociaux. Mais le président du Club aquatique des Dauphins, Louis-Paul Willis, défend ce choix. Le vestiaire universel, il existe à Amos. Je pense qu'il y a une nouvelle piscine à Sainte-Terre aussi qui a ça. Je veux dire, c'est ça la norme aujourd'hui. C'est beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde quand on comprend de quoi il s'agit, bien entendu. Rouyn-Noranda prévoit l'ouverture du centre aquatique Agnico Eagle pour la fin de l'automne 2026. Son inauguration coïnciderait ainsi avec les festivités du centenaire. William Maillet, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, l'expression « en avril ne te découvre pas d'un fil » prendra tout son sens là, dans les prochaines heures. Ah oui, Kémélia, le beau soleil d'aujourd'hui nous a donné espoir qu'on allait délaisser nos manteaux bientôt, mais non, la neige fait encore quelques apparitions en région. Comme ce soir et cette nuit en Abitibi, après minuit, on aura de la neige et même un risque de pluie verglaçante au courant de la nuit avec un minimum de -5. Du côté du Témiscamingue, encore un petit peu de neige ou de pluie au cours de la nuit. Par contre, un minimum de -1, alors ce sera plus chaud du côté du Témiscamingue. Et demain, partout en région, on aura encore une fois de la neige qui va se changer en pluie le matin, mais ça devrait cesser tôt en après-midi. Ce sera nuageux par la suite et il y a même un avertissement de pluie verglaçante demain matin. On pourrait en avoir un petit peu sur l'ensemble du territoire. Et du côté de la température, c'est un maximum de 11 degrés qui nous attend. Et en aperçu pour vendredi en Abitibi, ce sera nuageux avec un maximum de 8. Et au Témiscamingue, vous aurez de la pluie intermittente avec un maximum de 5. Jusqu'à vendredi, la météo est assez maussade, mais ça s'annonce super beau pour le week-end. Alors, préparez déjà vos premiers soupers terrasses de l'année. Merci beaucoup, Justine. Et merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Bonne soirée.